Madame, monsieur, bonsoir. Si vous êtes importateur, industriel ou simple consommateur, eh bien cet épisode devrait vous intéresser. En effet, ce soir, nous ferons un deep dive dans l'univers du transport maritime. Et pour cause, le taux ou le prix de fret mondial, des conteneurs notamment, a bondi de plus de 60% sur la seule première semaine de 2024. Autant dire que ce n'est pas le moment de célébrer la fin de l'inflation. Une deuxième vague serait probablement en cours selon les analystes. En cause, eh bien, cette perturbation en mer Rouge entraînée par les attaques des Houthis du Yémen en démonstration de leur soutien à Gaza. Leurs attaques en mer entraînent par effet papillon cette hausse insensée des tarifs de fret mondial. Et la situation ne semble pas s'améliorer, bien au contraire. Et vu le volume des échanges commerciaux, il y a comme des réminiscences des niveaux de confinement. Mais contrairement au confinement, il s'agit d'un réacheminement, d'un renchérissement des expéditions et non d'une paralysie du commerce maritime mondial. Cela devrait interférer toutefois avec la chaîne d'approvisionnement et ainsi nuire aux bénéfices, voire même affaiblir davantage le pouvoir d'achat. Pour le cas du Maroc, depuis le 15 décembre dernier, le coût du transport maritime de marchandises entre l'Asie et le Royaume, notamment dans la mer Rouge, a augmenté de 60 à 100%. Notons enfin qu'environ 12% du commerce maritime mondial passe généralement par la mer Rouge, mais les compagnies de transport maritime ont été contraintes de modifier leurs itinéraires. Le commerce mondial navigue de nouveau en eau trouble et pour y voir plus clair, je reçois ce soir par Skype le président de l'association des organisateurs de transport à l'international, Rachid Tahri. Bonsoir et merci de vous joindre à nous depuis Casablanca. Pour l'invitation. Marhaba. Avec nous également, il sera aussi question de géopolitique, avec nous le directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie à l'ESCA, Nabil Adel, qui se joint à nous aussi depuis Casablanca. Bonsoir, professeur Adel, et merci de répondre à nos questions ce soir. Bonsoir Khadija, et bonne année, meilleurs vœux. Merci à vous également. Alors, d'abord, peut-être avant de parler du commerce international, parler d'abord de l'impact direct des attaques des Houthis sur ces navires qui traversent ce détroit de Mendeb. Alors, Nabil Adel, impasse sur le canal de Suez, d'abord avant cet effet papillon, ou ce dommage collatéral sur le commerce international, il y a un dommage direct sur notamment le flux des bateaux à travers le canal de Suez. L'Égypte, première victime finalement de ces attaques Houthis. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que le blocus imposé par les Houthis ne concerne pas tous les navires. Il concerne principalement ou bien uniquement les navires qui s'acheminent vers Israël, ou bien qui sont un pavillon israélien, ou bien qui va vers Israël. Donc, il ne concerne pas tous les navires. Donc, ça, c'est un élément important de précision. Deuxièmement, nous sommes dans un contexte géopolitique relativement nouveau pour nous en tant qu'analystes. C'est que pour la première fois, nous constatons que la 5e flotte américaine, qui est située dans la zone, n'arrive pas à imposer la liberté de la circulation maritime. Alors, c'est l'objectif et la raison d'être première de cette flotte, c'est de garantir aux États-Unis, aux alliés et au monde entier une libre circulation des flux de commerce dans la région, qui est une raison sensible pour le commerce mondial. Ça fait partie des zones de passage stratégiques. Alors aujourd'hui, les États-Unis, même avec leur coalition, les gardiens de la prospérité, n'arrivent pas à venir à bout de ces attaques. Alors, quand vous dites n'arrive pas, déjà, parce que vous faites bien de le rappeler, il y a une coalition, ils sont 12 pays au total à appeler ces Houthis à arrêter, à les menacer même, mais qui prend finalement l'action? Ce sont les États-Unis seuls. Qui répond? Alors, d'abord, les États-Unis ne prennent pas l'action d'une manière frontale. Pour une raison très simple, c'est que cette configuration contrarie les plans américains. Je rappelle brièvement pour nos téléspectateurs que depuis l'ère Obama, avec la doctrine d'Obama, les États-Unis voulaient sortir du Moyen-Orient ou bien réduire considérablement leur présence au Moyen-Orient pour se concentrer sur la mer de Chine. Et parce que
pour Obama et son équipe, c'est là où l'avenir se joue. Bon, ils ont mis en place un cadre où Israël se sentirait en sécurité, non pas militairement, mais à travers des accords avec les pays voisins, notamment les accords d'Abraham, justement pour garantir sa sécurité. Mais les États-Unis devaient sortir progressivement de la zone. Alors, ce changement paradigmatique qui a eu lieu à partir du 7 octobre est en train de forcer les États-Unis à revenir dans la région. Et non pas économiquement, mais militairement, ce que les Américains ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas avoir, comme on dit en anglais, boots on the ground. C'est-à-dire, ils vont aider. Oui, mais vous dites ça, Nabil Adel, il y a une présence, mais si ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on doit vraiment clarifier. Il y a une présence militaire dans la région, il y a des bases militaires tout autour. Il y a des bases militaires à Djibouti, il y a des bases militaires en Irak, il y a des bases militaires en Syrie, il y a des bases, enfin un peu partout au Qatar. Donc, il y a cette présence militaire américaine qui est toujours dans la région. En fait, ce n'est pas une présence offensive. C'est une présence à des fins de positionnement militaire américain, mais on n'est plus dans le schéma de la guerre d'Afghanistan ou de la guerre d'Irak, ou même de l'intervention en Syrie ou de la coalition contre Daesh. Donc, nous sommes dans une présence beaucoup moins lourde. Alors, aujourd'hui, ce qui change par rapport à ce qui se passe à Bab el-Mandeb, c'est que les Américains, s'ils veulent éliminer complètement la menace Houthi, ils doivent aller sur le terrain. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir des boots on the ground, c'est-à-dire aller au Yémen. Alors, les premières estimations situent ça à 100 000 hommes pour pouvoir entrer au Yémen et éliminer la menace Houthi. Ce que les Américains ne sont pas prêts à faire parce que d'abord, ça coûterait très cher. Ils ont fait l'expérience en Afghanistan et en Irak et ça se soldé par des résultats catastrophiques. Deuxièmement, ça va les éloigner de leur objectif de se concentrer sur la Chine. Et troisièmement, même d'un point de vue moral, ils n'ont pas de narratif à vendre. Puisque ici, ce que disent les Houthis, nous n'attaquons pas tous les navires, mais uniquement les navires qui s'acheminent vers Israël. Vers Israël, mais ceux-là ne manquent pas d'effrayer les autres transporteurs, tous les transporteurs. Ce qui fait que l'essentiel des gros transporteurs, des top 5, des top 5 transporteurs mondiaux, se sont dit autant prévenir que guérir. On va réacheminer nos bateaux via le Cap de Bonne-Espérance, via l'Afrique du Sud. Ça va durer plus longtemps, ça va coûter plus cher, mais au moins on est sûr que la marchandise arrive à bon port. Vous avez parfaitement raison de le rappeler, sauf qu'aujourd'hui, que disent les Houthis? Si vous voulez que ça s'arrête demain, demandez à Israël d'arrêter l'agression sur Gaza. Alors, le deal est très simple. Nous ne faisons pas ça pour déranger le mouvement des flux de commerce, nous faisons ça pour qu'un génocide s'arrête. Les États-Unis n'ont qu'à mettre pression sur Israël pour arrêter son agression et on arrêtera l'heure qui suit. Ce que les Américains ne sont pas prêts à faire et donc du coup, ils n'ont pas d'argument moral à faire valoir face à l'opinion publique, comme ce fut le cas en Afghanistan ou en Irak, et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation peu confortable. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas y aller frontalement. Très bien. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Donc, la première victime, c'est un peu aussi l'Égypte. Ils perdent beaucoup d'argent avec une baisse du trafic sur le canal de Suez, un peu moins de 30%, mais c'est quand même important pour une économie qui dépend beaucoup aussi de ces frais de passage via le canal de Suez, l'Égypte. Alors, selon l'autorité du canal de Suez, l'impact est là, mais il n'est pas très, très fort. Cela dit, il faut être raisonnable. Il y a des effets collatéraux. Il y a un dommage sur le commerce mondial. Et comme vous l'avez si bien rappelé, les 5 principales compagnies maritimes, non, il y a un impact. Maintenant, notre message, c'est de dire quel est le contexte dans lequel se situe cette escalade. Donc, voilà le contexte dans lequel ça se situe. Maintenant, effectivement, le coût économique, on va le sentir, on le sent déjà. Et l'Égypte le sent déjà, en tout cas. Alors, nous venons de planter le décor sur la situation géopolitique. Moi, j'aimerais bien avec vous, Rachid Tahri, vous êtes un connaisseur du commerce international, pour l'avoir pratiqué depuis plusieurs années. On parle de 12% du commerce, de 15% du commerce maritime mondial qui
transitent par la mer Rouge. Est-ce que cela, en tout cas ces perturbations aujourd'hui en mer Rouge, pourraient éventuellement impacter d'une manière aussi importante le commerce international que l'avait fait la Covid-19 ? Est-ce que vous sentez un peu les mêmes effets aujourd'hui sur le commerce international ? Et nous nous acheminerons aussi sur notre région en particulier, parce que c'est ce qui nous intéresse, ce qui intéresse nos téléspectateurs. En fait, nous sentons, nous craignons que ça aille de la même manière qu'à l'époque du Covid. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces augmentations qui sont appliquées, Monsieur l'expert, il parle effectivement qu'il n'y a que les navires qui vont vers Israël. Mais malheureusement, ces mêmes navires viennent au Maroc aussi. On vient en Europe, arrivent au Maroc. Donc tous ces navires sont impactés. Sinon, il n'y aurait pas eu cette augmentation de tarifs qui est en train au départ, on était sur 50%, on est en train de voir le 100%, pratiquement le double du tarif qui était appliqué avant le 15 décembre. Donc, je pense que la crainte, c'est que c'est sûr qu'on aura des perturbations au niveau de la chaîne de valeur et la chaîne de la supply chain. C'est sûr qu'on aura des impacts parce que c'est un cumul qui va se faire si ce conflit ne s'arrête pas. On aura un cumul, comme ce qui s'est passé avec le Covid. Bien évidemment, avec le Covid, on avait pratiquement tous les ports qui étaient fermés. Là, effectivement, on n'a pas tous les ports qui sont fermés, mais il va y avoir du retard et ce retard va bien sûr s'accumuler et il y aura de la congestion au niveau des ports et il y aura bien sûr des augmentations qu'on a vécues aujourd'hui. Là, on était content qu'on revienne à la je dirais à la normale. Mais là, on le voit. Bon, c'est vrai qu'à l'époque du Covid, on était arrivé à $22,000 par conteneur. Aujourd'hui, nous sommes il y a des conteneurs, par exemple, de 40 pieds, on est à $6,000. Donc, alors qu'on était juste quelques Quand vous dites $6,000, c'est Shanghai, Tanger? Shanghai-Tanger, c'est pratiquement $6,000. Donc on s'achemine, en fait, vers ce que nous avions, enfin la crainte c'est qu'on s'achemine vers ce que nous avions vécu à l'époque de Covid. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ce retard, là déjà, on commence à nous parler de taxes sur la congestion, des ports, on commence à part cette taxe par rapport aux assurances et qui a fait doubler le prix, mais ils sont en train de parler des taxes qu'ils appellent contingency charge. Est-ce que ces compagnies n'en profitent pas aussi un peu? Parce que pour doubler, est-ce que c'est vraiment le prix réel ou on surfe un peu sur la vague de ces risques de congestionnement, du trajet qui est plus long, logiquement, que de... Oui. Exactement. Écoutez, il n'y a pas mieux que la FMC, c'est la Federal Maritime Committee, le Federal Maritime Committee, que Biden à l'époque avait diligenté une enquête. Et là encore, par rapport à ça, ils sont en train de travailler sur ça parce qu'effectivement, on se rend compte qu'à chaque fois il y a un conflit ou il y a une épidémie ou quoi que ce soit, on profite pour justement mettre un peu de taxes par-ci, par-là. Et effectivement, il y a cette crainte parce que faut dire la réalité. On ne va pas dire il y a un monopole, mais il faut dire la réalité qu'il y a en tout pour tout 5 armateurs. 5 armateurs, la plus grande partie est européenne, le reste, il y a entre la Chine et un peu le Japon. Mais les plus gros sont des Européens et effectivement, on a vécu ça et on est en train de le vivre aussi, on le voit. On voit qu'il y a des augmentations entre le 15 et aujourd'hui en double. Là, on est vraiment dans le je dirais dans le même cheminement qu'on a vécu auparavant.
Très bien. Et quand on dit... alors, il y a la hausse du fret, donc la hausse du prix du conteneur. On parle de double, de Shanghai à Gênes, de Shanghai à Rotterdam. Il y a eu une augmentation de 115%. Et ça, c'était au 4 janvier dernier. Pareil pour Gênes. Los Angeles augmenté de 30%. Parce que ce n'est pas, du coup, le même trajet. Oui. Shanghai, New York, 26%. Par conteneur, en tout cas, ça, c'est sûr. Je me tourne vers vous, Nabil Adel. Alors, il y a du négatif, il y a aussi du positif, parce qu'on voit que sur les cours du pétrole, par exemple, eh bien, ils reprennent un peu le chemin de la hausse à cause justement des craintes d'approvisionnement liées, encore une fois, à ces perturbations en mer Rouge. Est-ce que vous pensez que c'est juste un effet peut-être éphémère des marchés qui ont réagi qu'aujourd'hui après avoir enregistré plusieurs baisses? D'ailleurs, la presse nationale n'a pas manqué de relever que même si les baisses du baril ont été enregistrées sur les marchés internationaux, les prix à la pompe restaient stables. Mais est-ce que vous pensez que les prix du baril pourraient repartir à la hausse et qu'on pourrait encore vivre une année où, même s'il n'y a pas eu de baisse de production de l'OPEP, mais à cause des risques d'approvisionnement, eh bien, le baril pourrait augmenter davantage? Alors, si vous me permettez, je voudrais juste revenir à la manière avec laquelle on tarifie les risques dans ce genre de situation, notamment en assurance et en transport, puisque j'ai un background assurantiel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut tarifer un risque, nous avons deux paramètres. Alors, nous avons la fréquence ou bien la probabilité que le risque se produit, c'est-à-dire que le navire ait un problème, et puis le coût qu'on va supporter si le risque se produit. Un navire qui a une cargaison de 20 millions de dollars, s'il y a une chance pour 1000 d'avoir un problème, donc la prime serait de 1 pour 1000 de 20 millions de dollars. Maintenant, ce genre d'événements géopolitiques, ils n'agissent pas sur le coût de la cargaison elle-même, ou bien indirectement, mais ils agissent directement sur la probabilité d'occurrence du risque. Et donc, sur quelle base on tarifie cette occurrence? Sur la base de données historiques. Mais quand nous sommes sur des situations complètement nouvelles pour lesquelles nous n'avons pas de données historiques, là, c'est la précaution maximale qui est prise. Et on part du principe qu'effectivement, on s'approche d'un taux de réalisation de la probabilité qui est extrêmement élevé. Et c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce que nous observons? Quand il y a un événement géopolitique, risqué naturellement, vous avez dans un premier temps, il y a un pic de hausse, et puis avec le temps, ça commence à ralentir, puisque dans un premier temps, puisqu'on ne connaît pas la probabilité de réalisation du risque, puisqu'on n'a pas d'historique, donc on préfère se prémunir au maximum. C'est la raison pour laquelle vous avez toujours ce saut. Vous dites que c'est un risque qui est inédit. Ce n'est pas la première fois. Il y a des risques de piraterie sur certains passages. Qu'est-ce qui fait que ce risque soit inédit, soit différent de ce qui se passe aujourd'hui? Il n'est pas inédit, c'est la configuration qu'il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des pirates. Oui, ce ne sont pas des pirates, certes, mais c'est un peu le même mode opératoire. C'est-à-dire que c'est le même risque. Il y a des attaques en mer, il y a eu des actes de piraterie, même au niveau de la Corne de l'Afrique. Je veux dire, les transporteurs, ils sont prêts, ils sont couverts d'habitude. Alors, en fait, ce n'est pas une piraterie. Je ne dis pas cela, mais si on devait transposer un peu les deux situations, on les posait l'une à côté de l'autre, c'est le même risque que le bateau. Ce n'est pas le même risque. C'est pas le même risque, très bien. Vous faites bien de préciser. Parce que les acteurs n'ont pas les mêmes motivations. Okay. Oui, mais le résultat est le même. Est-ce que vous pensez non, justement, la fréquence n'est pas la même, c'est ce que je veux vous dire. On peut entrer dans un débat technique. Non, mais on veut juste comprendre. C'est vous qui êtes rentré déjà d'emblée dans le détail technique de l'assurance, mais si vous dites que effectivement ce n'est pas la même chose que de la piraterie, certes, c'est sûr, sur le terrain ce n'est pas la même chose, mais en tout cas ça s'apparente un peu aux mêmes actes de piraterie qui ont pu se passer il y a quelques années, pas très loin de ce fameux passage.
quand on fait les statistiques historiques, on peut modéliser un risque de piraterie. Mais là, nous sommes face à une situation où c'est un risque de guerre. Naturellement, nous avons des comportements de risque de guerre. On sait modéliser un risque de guerre quand il s'agit de transport maritime. L'idée, c'est que dans un premier temps, vous avez toujours ce réflexe de précaution, donc on charge au maximum, et puis au fur et à mesure qu'on y voit plus clair, soit on va augmenter davantage, soit on va réduire. Mais l'idée que je veux transmettre, c'est que il y a d'abord ce réflexe de je me prémunis au maximum. Maintenant, je réponds à votre question sur la hausse des prix du pétrole ou bien la variation des prix du pétrole. Alors, tout dépend de la durée de cette tension. Parce qu'Israël parle d'une année quand même. Donc, leur opération à Gaza, c'est une année. Ils disent, on ne fera pas ça en moins d'une année. Ça veut dire que, alors maintenant, il y a une grande différence entre ce que disent les politiques et ce qu'ils font, et souvent ce qu'ils disent est le contraire de ce qu'ils font. Nous avons une navette diplomatique dans la région pour essayer de calmer les choses, pour que la guerre ne s'étende pas. Nous voyons le Hezbollah au nord, les Houthis au sud, et bien un risque de déflagration en Cisjordanie. Mais si on part de l'hypothèse qui a été avancée par Benjamin Netanyahu, que ça va être sur une année, là, effectivement, les prix risquent d'emprunter une tendance haussière. Parce que sur une année, bloquer tout le commerce sur cette région, surtout que si c'est une année, donc le réflexe normal, c'est qu'on anticipe que ça va continuer, l'escalade va continuer, et donc très probablement, le commerce sera encore plus paralysé. Et donc, on peut s'attendre aussi bien à une hausse des prix du pétrole qu'à une hausse du coût du commerce maritime. Très bien. Bon, est-ce que, avant de parler de la supply chain, concrètement, qui va pâtir le plus de cette situation au niveau du Royaume du Maroc, Rachid Tahri? En premier, est-ce que ce sont les industriels? Parce qu'ils importent beaucoup de cette partie du monde, et notamment pour certaines denrées essentielles pour leur manufacture. Est-ce que ce sont nous, consommateurs? Est-ce qu'il s'agit d'abord de dresser peut-être un bilan provisoire en attendant de voir comment cette situation évoluerait? Bref, à quoi doit-on s'attendre? Sur le court terme d'abord. Exact. Alors, sur le court terme, les industriels qui importent les intrants, si c'est pour le local, effectivement, il y aura un impact, et je vous explique le pourquoi. Parce qu'au Maroc, au Maroc en général, quand vous faites une importation, vous payez les droits de douane sur la marchandise, mais vous payez aussi les droits de douane sur le transport. Certains pays ont plafonné, mais au Maroc, vous payez vous avez des droits de douane qui sont à 20% ou 25%. Vous allez payer les 25% sur la marchandise et les 25% sur le taux de fret. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est par rapport aux ceux qui vont faire du commerce domestique ou local, que ce soit des produits déjà manufacturés ou bien des intrants pour l'industrie marocaine. Après, bien évidemment, ceux qui font des importations comme les zones franches où nous avons des allers-retours par rapport aux produits, ces marchandises ne sont pas assujetties aux droits de douane, et par conséquent, l'impact il est moindre par rapport à l'exportation, éventuellement l'automotive, le textile et les produits. L'automotive et le textile, oui. Et après, vous avez les produits, malheureusement, les produits agricoles. Là, il y aura un impact sur le marché international. Parce que là, vous savez que nos produits agricoles c'est vraiment de faibles valeurs. Donc, dès que vous rajoutez le coût du transport, automatiquement, on est en dehors du marché à l'international. On n'est pas compétitif, parce que déjà, les valeurs, quand on fait, par exemple, un camion ou un conteneur,
vous avez déjà les valeurs qui ne sont pas loin du prix de fret. Donc, automatiquement, il y aura vraiment un impact important par rapport aux exportations, surtout tout ce qui est agricole. Et là, c'est là où, à chaud, je dirais que l'impact va être important. Maintenant, effectivement, si cette situation est apaisée, je pense, et qu'on revient à la normale, ce qui m'étonne, je ne suis pas un expert de la géopolitique, mais moi, ça m'étonne parce que j'ai pas vu des retours qu'après Covid, on a vu le retour en 2023, qu'on a vu un peu le retour à la normale. Après une année une année et demie, je dirais, de Covid. Là, si le conflit dure une année, ben, je pense qu'on aura le retour à la normale sûrement après un an et demi ou 2 ans après. Donc, ça va, à mon sens, ça va durer par rapport au commerce international. Un commentaire. Avant que je vous pose la question comme ça, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter, Nabil Adel, par rapport à ce qui vient d'être développé par Rachid Tahri. Bon, c'est sûr qu'on ne connaît pas. Hein. Vous avez parlé de, même si Israël avance cette période d'1 an, bon, même eux ne sont pas vraiment capables, de manière très réaliste, de déterminer la fin de cette guerre qu'ils mènent sur les territoires palestiniens, sur Gaza. Je pense que ça relève plus de la rhétorique politique. Je ne pense pas qu'Israël puisse tenir une année. Son économie est à genoux, c'est une guerre qui lui coûte beaucoup d'argent, qui lui coûte beaucoup de vies humaines. Et je pense que c'est plus de la rhétorique politique, de la guerre psychologique que d'une réalité géopolitique objective. Ils ne peuvent pas tenir une année. Et surtout que plus la guerre dure, plus les risques d'une extension à d'autres acteurs augmentent. Et là, c'est que c'est une situation que personne ne peut supporter. Les États-Unis ont une limite dans leur soutien. Et d'ailleurs, on commence déjà à sentir la lassitude. Ils ne peuvent pas avoir plusieurs fronts ouverts en Ukraine, au Moyen-Orient, en Chine et aujourd'hui en Amérique latine. Donc, je pense que c'est une situation qui sera réduite d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne peut pas continuer sur une guerre longue comme ça. Naturellement, cela dit, les effets d'inertie vont rester. C'est-à-dire que même si les choses se calment, il n'y aura pas un ajustement immédiat des coûts. On l'a vu auparavant. Comme vous l'avez si bien rappelé, on ajuste rapidement la hausse, mais on a beaucoup de mal à répercuter les baisses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une situation qui n'est pas amenée à durer une année. Alors, elle n'est pas amenée à durer, mais en tout cas, même pour les transporteurs, ils suspendent le passage via la mer Rouge jusqu'à nouvel ordre. Oui, c'est clair. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire DHL, la fameuse entreprise ou multinationale de logistique et de transport, a demandé à ses clients de surveiller attentivement la gestion de leur stock en raison des perturbations en mer Rouge. Je les cite, nous conseillons globalement à nos clients d'examiner attentivement leur stratégie de gestion des stocks et si nécessaire de l'adapter. Oui, bon, c'est un réflexe qui est simple. Ce sont des opérateurs privés qui ne peuvent pas s'embarquer dans des risques, donc les coûts peuvent être désastreux pour eux. Et donc pour eux, comme on dit, espérer le meilleur et même préparer pour le pire. Donc aujourd'hui, même si on espère qu'il y ait une accalmie dans les semaines à venir, mais quand même, dans un réflexe de gestion saine, on se prépare toujours au pire et on met en place les scénarios les moins favorables et on agit en conséquence. Maintenant, l'impact sur le commerce mondial va se faire sentir et nous avons toujours, par l'interconnexion des chaînes de valeur au niveau mondial, un effet, même si ça représente 15% du commerce mondial, mais l'impact risque d'être beaucoup plus important parce qu'il y a des nœuds entre les différents acteurs et un retard ici peut affecter l'ensemble de la chaîne, ce qui fait qu'au final, les 12% peuvent se transformer en 20 ou 30% d'impact, mais c'est une situation qui est inconfortable pour tout le monde. Et je pense que la dernière navette diplomatique de Blinken va dans ce sens. D'ailleurs, on a commencé à voir Israël retirer ses troupes progressivement de Gaza, même si elle y maintient un minimum d'opérations, mais l'intensité par rapport au début a baissé. Et aujourd'hui, on parle plus de solutions
de paix, on met la pression sur le Hezbollah pour ne pas étendre la guerre, même si c'est quelque chose qui sert les affaires de M. Netanyahou. Mais je pense que globalement, la communauté internationale a vu les conséquences d'une telle guerre, aussi bien en matière de vie humaine à Gaza, mais aussi sur les affaires du commerce mondial. Et je pense qu'on mettra les moyens et la pression pour que ça s'arrête rapidement. Alors, pour que ça s'arrête, mais du coup, bon, vous avez parlé de ces chaînes d'approvisionnement. Elles sont peut-être un peu, on peut voir une rupture pas aussi importante qu'en 2021 post-Covid, mais si ces disruptions venaient à se prolonger, Nabil Adel, je vous garde avec moi et on va parler d'inflation. Est-ce qu'une seconde vague d'inflation risque de nous frapper en 2024? Alors, le propre de l'inflation, c'est que c'est un invité de mauvais goût. C'est qu'il n'informe jamais avant de venir. Donc, vous pouvez avoir des constructions économétriques les plus sophistiquées. C'est que c'est un phénomène qui vient soudainement. Souvent, les raisons sont monétaires. Mais si on s'en tient à des analyses économiques sur la base de données que nous avons, effectivement, la poursuite d'une telle tension risque d'appeler une nouvelle vague d'inflation. Et cette fois-ci, c'est une inflation qui peut, parce que on n'est pas totalement remis de la première. C'est vrai que les prix ont tendance à rejoindre des niveaux historiques, mais si ça se poursuit, et surtout le risque aujourd'hui n'est pas que cette guerre se poursuive, mais qu'elle s'étende à d'autres acteurs. On a vu des foyers de tension en Irak, on a vu des foyers de tension au Liban, au Yémen, en Cisjordanie aujourd'hui. Donc, si ça devient une guerre régionale, là, l'impact sur le commerce mondial va être beaucoup plus important parce qu'il y aura plus d'acteurs qui vont participer et plus de points de blocage qui seront observés. Et là, en même temps, et on en a parlé hier dans l'émission, si vous permettez, je vous avais juste rappelé, on en a parlé hier dans l'émission de cette année des élections. Il y aura beaucoup d'élections, c'est une année de campagne électorale par excellence, parce que justement, notamment aux États-Unis, est-ce qu'on a le temps de faire la guerre ou de préparer le prochain scrutin d'ici la fin de l'année, en novembre? Oui, tout à fait. Mais encore une fois, dans les logiques guerrières, vous savez, comme on dit toujours, on sait quand on commence une guerre, on ne sait jamais quand est-ce qu'on la finit. Et donc, parfois, ça ne dépend pas des acteurs eux-mêmes. Parfois, il y a un enchaînement à la Sleepwalkers. C'est un enchaînement qui prend tout le monde par surprise et on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. D'ailleurs, la réaction au 7 octobre est tellement disproportionnée qu'aujourd'hui, beaucoup d'observateurs disent que cette réaction aurait pu être beaucoup plus raisonnable et raisonnée et ne pas conduire à un tel carnage. Et même pour Israël, ne pas avoir autant d'effets négatifs parce qu'il y a une réaction émotionnelle et la colère est très mauvaise conseillère. Donc aujourd'hui, c'est une poudrière. Vous avez des groupes terroristes qui peuvent s'engouffrer dans la brèche. Et pour le moment, ils sont calmes et ça, c'est quelque chose qui inquiète parce que quand ils apparaissent, ils sèment le chaos. Donc, il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui qui ne sont pas clairs, mais il y a un consensus au sein des puissances de la région pour que cette guerre s'arrête. Alors, et en attendant, il y a justement cette cacophonie sur le commerce international. Mais quand il y a cacophonie, on l'a remarqué aussi, Rachid Tahrir, après la Covid-19, c'est qu'on sent qu'il y a des stratégies d'adaptation. On sent que justement, c'est pour faire face à ces conditions de marché très volatiles, il faut le dire, parce que là, il y avait une pandémie, là, il y a une guerre, donc effectivement, il y a cette volatilité qui fait que, eh bien, pour amoindrir les risques sur les chaînes de valeur, eh bien, on opte pour des destinations un peu plus proches, on table sur la proximité. Et c'est ce qui fait que, effectivement, le Maroc se positionne, c'est pas moi qui le dis, et ça a été d'ailleurs prouvé après la Covid-19, de plusieurs industriels qui se sont
relocalisé ou qui ont délocalisé une partie de leur production au Maroc pour éviter justement ces ruptures d'approvisionnement. Selon vous, quels sont les atouts aujourd'hui du Royaume pour vraiment asseoir ce positionnement et peut-être même des points d'amélioration, vous qui connaissez si bien la logistique, des points d'amélioration afin bien de mettre toutes les chances de notre côté et de profiter de cette crise et de saisir cette opportunité pour vraiment booster ce Made in Maroc. Je pense que aujourd'hui, le Maroc a fait déjà un grand pas. Il est déjà au niveau de l'échiquier international, il est déjà bien positionné. Bon, déjà, nous avons notre position géographique, on le sait, mais nous avons tellement amélioré notre logistique, nos ports qui sont très performants aujourd'hui. Nous avons bien évidemment les compétences aujourd'hui par rapport à avant, mais je pense qu'aujourd'hui, déjà ce qui s'est passé avec le Covid, aujourd'hui nous voyons de plus en plus d'ailleurs, surtout dans le secteur automotive, nous voyons que les entreprises s'installent, les constructeurs s'installent de plus en plus, un peu partout au Maroc. Hein. On a commencé par Tanger, aujourd'hui on a Meknès, bientôt on va voir Agadir aussi, et Oujda aussi a commencé. Donc je pense qu'aujourd'hui on est prêt, il y a aucun souci à ce niveau-là. Nous sommes rodés. Je pense qu'après, depuis la mise en place ou la construction du port de Tanger-Med en 2007, je pense qu'aujourd'hui on est bien rodés. Maintenant, c'est vrai que s'il y a un flux supplémentaire par rapport à ça, il faut que nous gouvernants se préparent et qu'ils mettent le paquet pour qu'on puisse qu'on réussisse à recevoir et à bien servir, garder toujours les anciens, mais bien servir le nouveau. Je pense que je pense qu'on n'a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Et en termes de stratégie logistique, vous pensez aussi que, en termes de gestion des stocks, parce que là, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, surtout quand il y a des crises comme celle-ci. Comment évaluez-vous aujourd'hui l'état des lieux de cette logistique, de cette stratégie logistique du Maroc? Non, nous, en tant que logisticiens, bien sûr, on avise nos clients, on leur dit de se préparer par rapport à leur gestion de stock. Mais c'est pas facile de changer. C'est pas facile de changer. Maintenant, je pense que les industriels vont voir ce qui va se passer. Ils sont en attente. Ils vont commencer un petit peu à peut-être à changer, mais c'est pas sûr qu'ils le fassent tout de suite. Je pense qu'ils vont attendre parce que changer sa logistique d'un point à un autre, c'est énorme. Ça demande énormément d'efforts parce que vous avez des habitudes, vous avez des process au niveau de votre entreprise. Et donc, je pense qu'ils vont attendre, ils vont voir comment ça va évoluer. Si c'est quelques jours de retard, je ne pense pas que ce soit très, très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 ou les 3 secteurs que nous avons sont essentiellement en exportation vers l'Europe, mais effectivement, les composants qui arrivent un petit peu de tous les pays. Maintenant, ça, je pense que c'est un peu trop tôt de parler de ça. Parce que quelques jours de retard, il y a toujours un stock de sécurité, ça c'est clair, ça c'est dans toutes les entreprises, c'est le système qui est comme ça. Mais effectivement, il va falloir peut-être repenser dans l'avenir, repenser sa logistique de manière à éviter bien évidemment toute la zone où il y a le conflit actuel. Mais c'est un peu tôt de voir ça. Est-ce que vous ne pensez pas justement par rapport au prix des intrants qui vont augmenter avec les récentes hausses aussi des droits de douane et maintenant la hausse du prix du fret, est-ce que vous ne pensez pas que tout cela risque vraiment d'impacter la compétitivité
national? Écoutez, en fait, les secteurs, les 3 ou 4 secteurs ne seront pas impactés parce qu'il n'y a pas de droit de douane, déjà. Mais pour les autres secteurs. Et là, effectivement, les secteurs qui travaillent sur le marché domestique, et là, vous avez parlé de l'inflation, effectivement, il y a risque qu'on revienne à l'inflation. Ça, c'est clair, parce qu'avec les augmentations, bien évidemment, les produits vont être beaucoup plus chers qu'aujourd'hui. En plus, si on n'arrive plus à s'approvisionner régulièrement, ben, il y aura pénurie, automatiquement, quand on dit pénurie, on dit augmentation des tarifs. Exact. Nabil Adel, avant de clore le débat, vous avez été pas très optimiste, j'ai envie de dire, tout à l'heure vis-à-vis de cette année 2024. Si effectivement ça venait à durer et si on retombait encore dans ce scénario inflationniste, est-ce que, selon vous, il risque d'y avoir encore un autre coup sur le pouvoir d'achat, et quelle réponse peut-on apporter au niveau national? Très bien. Donc, comme je disais, c'est vrai que l'année 2024 ne commence pas sous de bons auspices, donc il n'y a pas de raison d'être excessivement optimiste. Mais pour nous, ce qui nous intéresse au Maroc, c'est comment saisir des opportunités qui peuvent naître de ce genre de conflit. Et comment, comme l'a dit Seth tout à l'heure, bon, le Maroc a investi dans les infrastructures, mais il y a encore un effort à faire pour les rendre à un niveau international. Aujourd'hui, le port sur la façade atlantique du Maroc devient de plus en plus d'actualité. Parlons du port de Dakhla qui permettra de capter une partie des flux aux côtés du port de Casablanca. Il faut continuer à investir dans ces infrastructures. Les stocks, vous avez parlé tout à l'heure de stocks, mais les stocks coûtent cher aux entreprises. C'est de l'argent qui est immobilisé, donc qui nécessite un financement. Nous sommes déjà dans des cycles de financement relativement restreints. Et investir dans des stocks coûte de l'argent aux entreprises, donc ça les force à recourir à des financements bancaires qui sont de plus en plus coûteux. Donc c'est une situation où on a beaucoup de contraintes avec lesquelles les dirigeants d'entreprises doivent jongler. Mais d'un point de vue global, je pense que toutes les pressions seront mises en œuvre pour que ce conflit s'arrête et pour que les choses reprennent un train dedans. Merci Nabila Adel. Un dernier mot, Rachid Tahri, pour clôturer et clore ce débat. Une chose est claire, c'est aujourd'hui, encore une fois, c'est la résilience, c'est l'adaptation, c'est un peu les leçons de la Covid-19, c'est un rappel de ces leçons tirées de la Covid-19 et c'est tout aussi applicable, notamment sur notre commerce international. Exactement. Pour rester sur la Covid, je dirais, on est bien vacciné. Donc, je pense qu'on a bien appris avec la Covid. Ça nous a vraiment permis d'apprendre beaucoup de choses et de la résilience, de l'anticipation, de la proactivité. Et je pense que ce sont des éléments qui nous permettront sûrement de nous préparer éventuellement si le conflit continue, soit si le conflit continue et que, je dirais, heureusement, malheureusement, qu'on puisse en profiter, mais c'est aussi si les prix, moi je suis sûr et certain, les prix ne vont pas baisser tout de suite, ça c'est clair. Donc il faudra peut-être qu'on se prépare et qu'on cherche à trouver des solutions par rapport à. Est-ce qu'on peut s'outsourcer ailleurs? Est-ce que c'est remplaçable justement? Est-ce que les industriels ou les distributeurs est-ce qu'ils peuvent outsourcer ailleurs ou de toute façon on doit juste prendre notre mal en patience et puis s'adapter à la hausse. Exactement. Malheureusement, on n'a pas le choix. Nous avons des fournisseurs historiques. C'est très compliqué de changer, comme je disais tout à l'heure, c'est très compliqué de changer sa logistique. Donc, heureusement on en a plusieurs. Malheureusement, ils sont
à part ceux qui sont un peu sur la Méditerranée, il y a quelques-uns sur la Méditerranée, mais malheureusement tous ceux qui sont sur l'Extrême-Orient et le reste, effectivement, ça sera très difficile de changer. Il va falloir patienter. Exact. En tout cas, effectivement, cette année ne commence pas sur une mer très calme, mais bien dans une mer agitée, une mer internationale. Ouais. En tout cas, si vous permettez l'analogie. Merci beaucoup, Rachid Tahri, président de l'Association des transporteurs. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé au débat. C'était très intéressant d'échanger avec vous. Merci à vous. Merci infiniment. Et mes remerciements vont également, et toujours un plaisir, Nabila Adel, d'échanger et dans l'optimisme, pas l'excessif, mais non plus dans le pessimisme excessif. Merci Nabila Adel. Merci. Et bien naturellement, je ne manquerai pas de vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.